Orgueil et préjugés, partie 3. Chapitre 17. Le lendemain, Elizabeth redit à Jane la conversation qu'elle avait eue avec M. Wickham. Jane l'écouta, stupéfaite et consternée. Elle ne pouvait se décider à croire que M. Darcy fût indigne à ce point de l'estime de M. Bingley. D'autre part, il n'était pas dans sa nature de soupçonner la véracité d'un jeune homme d'apparence aussi sympathique que Wickham. La seule pensée qu'il eût pu subir une aussi grande injustice suffisait à émouvoir son âme sensible. Ce qu'il y avait de mieux à faire était de n'accuser personne et de mettre sur le compte du hasard ou d'une erreur ce qu'on ne pouvait expliquer autrement. Tous deux ont sans doute été trompés. Des gens intéressés ont pu faire à chacun de faux rapports sur le compte de l'autre. Bref, il est impossible d'imaginer ce qui, sans tort réel d'aucun côté, a pu faire naître une pareille inimitié. Certes, oui. Et maintenant, ma chère Jane, qu'avez-vous à dire pour excuser les gens intéressés, qui sont sans doute les vrais coupables? Justifiez-les aussi, que nous n'en soyons pas réduites à les mal juger. Riez tant qu'il vous plaira, cela ne changera point mon opinion. Ne voyez-vous point, ma chère Lizzie, sous quel jour détestable ceci place M. Darcy? Traiter ainsi le protégé dont son père avait promis d'assurer l'avenir. Quel homme ayant le souci de sa réputation serait capable d'agir ainsi? Et ses amis, pourraient-ils s'abuser à ce point sur son compte? Oh non! Il m'est plus facile de croire que M. Bingley s'est trompé à son sujet que d'imaginer que M. Wickham a inventé tout ce qu'il m'a conté hier soir en donnant les noms, les faits, tous les détails. Si c'est faux, que M. Darcy le dise. À ce moment, on appela les jeunes filles qui durent quitter le bosquet où elles s'entretenaient pour retourner à la maison. M. Bingley et ses sœurs venaient apporter eux-mêmes leur invitation pour le bal, si impatiemment attendu, et qui se trouvait fixé au mardi suivant. Mrs. Hurst et Miss Bingley se montrèrent enchantées de retrouver leur chère Jane, déclarant qu'il y avait des siècles qu'elles ne s'étaient vues. Au reste de la famille, elles accordèrent peu d'attention. Elles évitèrent autant que possible de causer avec Mrs. Bennet, dire quelques mots à Elizabeth et rien du tout aux autres. Au bout de très peu de temps, elles se levèrent avec un empressement qui déconcerta quelque peu leurs frères et firent rapidement leurs adieux, comme pour échapper aux démonstrations de Mrs. Bennet. La perspective du bal de Netherfield causait un vif plaisir à Longbourn. Mrs. Bennet se flattait qu'il était donné à l'intention de sa fille aînée, et considérait comme une faveur particulière que Mr. Bingley fût venu faire son invitation en personne au lieu d'envoyer la carte d'usage. Jane se promettait une agréable soirée où elle goûterait la compagnie de ses deux amis et les attentions de leurs frères. Elizabeth jouissait d'avance du plaisir de danser beaucoup avec Mr. Wickham et d'observer la confirmation de ce qu'il lui avait confié dans l'expression et l'attitude de Mr. Darcy. La joie que se promettaient Catherine et Lydia dépendait moins de telle personne ou de telle circonstance en particulier. Bien que, comme Elizabeth, chacune d'elles fût décidée à danser la moitié de la soirée avec M. Wickham, il n'était pas l'unique danseur qui pût les satisfaire. Et un bal, après tout, est toujours un bal, et Mary elle-même pouvait sans mentir assurer que la perspective de cette soirée n'était pas pour lui déplaire. Elizabeth était pleine d'entrain et de gaieté, et bien qu'elle ne recherchât point d'ordinaire la conversation de Mr. Collins, elle lui demanda s'il comptait accepter l'invitation de M. Bingley et, le cas échéant, s'il jugerait convenable de se mêler au divertissement de la soirée. À son grand étonnement, il lui répondit qu'il n'éprouvait à ce sujet aucun scrupule et qu'il était sûr de n'encourir aucun blâme de la part de son évêque ou de Lady Catherine s'il s'aventurait à danser. « Je ne crois nullement, l'assura-t-il, qu'un bal donné par un jeune homme de qualité à des gens respectables puisse rien présenter de répréhensible, et je réprouve si peu la danse que j'espère que toutes mes charmantes cousines me feront l'honneur de m'accepter pour cavalier dans le cours de la soirée. Je saisis donc cette occasion, Miss Elizabeth, pour vous inviter pour les 2 premières danses. J'espère que ma cousine Jane attribuera cette préférence à sa véritable cause, et non pas à un manque d'égard pour elle. » Elizabeth se trouvait prise. Elle avait rêvé se faire inviter pour ces mêmes danses par Wickham.
Il n'y avait plus qu'à accepter l'invitation de son cousin d'aussi bonne grâce que possible. Mais cette galanterie lui causait d'autant moins de plaisir qu'elle ouvrait la porte à une supposition nouvelle. Pour la première fois, l'idée vint à Élisabeth que, parmi ses sœurs, c'était elle que Mr. Collins avait élue pour aller régner au presbytère de Hunsford et faire la 4e à la table de whist de Rosings en l'absence de plus nobles visiteurs. Cette supposition se changea en certitude devant les attentions multipliées de son cousin et ses compliments sur sa vivacité et son esprit. À sa fille, plus étonnée que ravie de sa conquête, Mrs. Bennet donna bientôt à entendre que la perspective de ce mariage lui était extrêmement agréable. Élisabeth jugea préférable d'avoir l'air de ne point comprendre, afin d'éviter une discussion. Après tout, il se pouvait fort bien que Mr. Collins ne fît jamais la demande de sa main, et, jusqu'à ce qu'il la fît, il était bien inutile de se quereller à son sujet. Chapitre 18. Quand elle fit son entrée dans le salon de Netherfield, Élisabeth remarqua que Wickham ne figurait point dans le groupe d'habits rouges qui y était rassemblé. Jusque-là, l'idée de cette absence n'avait même pas effleuré son esprit. Au contraire, mettant à sa toilette un soin tout particulier, elle s'était préparée joyeusement à achever sa conquête, persuadée que c'était l'affaire d'une soirée. Alors, brusquement, surgit l'affreux soupçon que les Bingley, par complaisance pour M. Darcy, avaient omis sciemment Wickham dans l'invitation adressée aux officiers. Bien que la supposition fût inexacte, son absence fut bientôt confirmée par son ami, Mr. Denny. À Lydia, qui le pressait de questions, il répondit que Wickham avait dû partir pour Londres la veille et qu'il n'était point encore de retour, ajoutant d'un air significatif « Je ne crois pas que ses affaires l'eussent décidé à s'absenter précisément aujourd'hui. S'il n'avait eu, surtout, le désir d'éviter une rencontre avec un gentleman de cette société. » Cette allusion, perdue pour Lydia, fut saisie par Élisabeth et lui montra que Darcy n'était pas moins responsable de l'absence de Wickham que si sa première supposition avait été juste. L'antipathie qui lui inspirait s'en trouva tellement accrue qu'elle eut grand-peine à lui répondre dans des termes suffisamment polis lorsque, peu après, il vint lui-même lui présenter ses hommages. Ne voulant avoir aucune conversation avec lui, elle se détourna avec un mouvement de mauvaise humeur qu'elle ne put tout de suite surmonter, même en causant avec M. Bingley, dont l'aveugle partialité à l'égard de son ami la révoltait. Mais il n'était pas dans la nature d'Élisabeth de s'abandonner longtemps à une telle impression, et quand elle se fut soulagée en exposant son désappointement à Charlotte Lucas, elle fut bientôt capable de faire dévier la conversation sur les originalités de son cousin et de les signaler à l'attention de son ami. Les 2 premières danses, cependant, furent pour elle un intolérable supplice. Mr. Collins, solennel et maladroit, se répandant en excuses au lieu de faire attention, dansant à contretemps sans même s'en apercevoir, donnait à sa cousine tout l'ennui, toute la mortification qu'un mauvais cavalier peut infliger à sa danseuse. Élisabeth, en retrouvant sa liberté, éprouva un soulagement indicible. Invitée ensuite par un officier, elle eut la satisfaction de parler avec lui de Wickham et d'entendre dire qu'il était universellement apprécié. Elle venait de reprendre sa conversation avec Charlotte Lucas lorsque Mr. Darcy s'approcha et, s'inclinant devant elle, sollicita l'honneur d'être son cavalier. Elle se trouva tellement prise au dépourvu qu'elle accepta sans trop savoir ce qu'elle faisait. Il s'éloigna aussitôt, la laissant toute dépitée d'avoir montré si peu de présence d'esprit. Charlotte Lucas essaya de la réconforter. « Après tout, vous allez peut-être le trouver très aimable ?»« Le ciel m'en préserve ! Quoi ? Trouver aimable un homme qu'on est résolu à détester ?» Mais quand la musique recommença et que Darcy s'avança pour lui rappeler sa promesse, Charlotte Lucas ne put s'empêcher de lui souffler à l'oreille que son caprice pour Wickham ne devait pas lui faire commettre la sottise de se rendre déplaisante aux yeux d'un homme dont la situation valait 10 fois celle de l'officier. Élisabeth prit rang parmi les danseurs, confondue de l'honneur d'avoir M. Darcy pour cavalier et lisant dans les regards de ses voisines un étonnement égal au sien. Pendant un certain temps, ils gardèrent le silence.
Élisabeth était bien décidée à ne pas le rompre la première, lorsque l'idée lui vint qu'elle infligerait une pénitence à M. Darcy en l'obligeant à parler. Elle fit donc une réflexion sur la danse. Il lui répondit, puis retomba dans son mutisme. Au bout de quelques instants, elle reprit. « Maintenant, monsieur Darcy, c'est à votre tour. J'ai déjà parlé de la danse. À vous de faire la remarque qu'il vous plaira sur les dimensions du salon ou le nombre des danseurs. » Il sourit et l'assura qu'il était prêt à dire tout ce qu'elle désirait. « Très bien. Quant à présent, cette réponse peut suffire. Un peu plus tard, j'observerai que les soirées privées présentent plus d'agréments que les bals officiels, mais pour l'instant, nous pouvons en rester là. » « Est-ce donc par devoir que vous causez en dansant ? » « Quelquefois, il faut bien parler un peu. Il serait étrange de rester ensemble une demi-heure sans ouvrir la bouche. Cependant, pour la commodité de certains danseurs, il vaut mieux que la conversation soit réglée de telle façon qu'il n'ait à parler que le moins possible. Dans le cas présent, suivez-vous vos préférences ou cherchez-vous à vous conformer aux miennes ? Aux uns et aux autres tout ensemble, car j'ai remarqué dans notre tour d'esprit une grande ressemblance. Nous sommes tous deux de caractère taciturne et peu sociables, et nous n'aimons guère à penser, à moins que ce ne soit pour dire une chose digne d'étonner ceux qui nous écoutent et de passer à la postérité avec tout l'éclat d'un proverbe. « Ce portrait ne vous ressemble pas d'une façon frappante selon moi, dit-il. À quel point il me ressemble, c'est ce que je ne puis décider. Vous le trouvez fidèle, sans doute. » « Ce n'est pas à moi de juger de mon œuvre. » Monsieur Darcy ne reprit la conversation qu'au début de la deuxième danse pour demander à Élisabeth si elle allait souvent à Meryton avec ses sœurs. Elle répondit affirmativement et, ne pouvant résister à la tentation, ajouta « Lorsque vous nous avez rencontrés l'autre jour, nous venions justement de faire une nouvelle connaissance. » L'effet fut immédiat. Un air de hauteur plus accentué se répandit sur le visage de Darcy, mais il resta un instant sans répondre. Il dit enfin d'un air contraint. « Monsieur Wickham est doué de manières agréables, qui lui permettent de se faire facilement des amis. Qu'il soit également capable de les conserver est une chose moins sûre. »« Je sais qu'il a eu le malheur de perdre votre amitié, » répliqua Élisabeth, « et cela d'une façon telle qu'il en souffrira probablement toute son existence. » Darcy ne répondit pas et parut désireux de changer la conversation. À ce moment apparut près d'eux Sir William Lucas, qui essayait de traverser le salon en se faufilant entre les groupes. À la vue de M. Darcy, il s'arrêta pour lui faire son salut le plus courtois et lui adresser quelques compliments sur lui et sa danseuse. « Vous me voyez ravi, cher monsieur. On a rarement l'avantage de voir danser avec un art aussi consommé. Vous me permettrez d'ajouter que votre aimable danseuse vous fait honneur. J'espère que ce plaisir se renouvellera souvent pour moi, surtout, ma chère Élisa, si un événement des plus souhaitables vient à se produire, » ajouta-t-il en lançant un coup d'œil dans la direction de Jane et de Bingley. « Quel sujet de joie et de félicitations pour tout le monde. J'en appelle à monsieur Darcy. Mais que je ne vous retienne pas, monsieur. Vous m'en voudriez de vous importuner davantage, et les beaux yeux de votre jeune danseuse condamnent mon indiscrétion. » La fin de ce discours fut à peine entendue de Darcy. L'allusion de Sir William semblait l'avoir frappé, et il dirigeait vers Bingley et Jane un regard préoccupé. Il se ressaisit vite, cependant, et se tournant vers sa danseuse. « L'interruption de Sir William, dit-il, m'a fait oublier de quoi nous nous entretenions. » « Mais nous ne parlions de rien, je crois. Nous avions essayé sans succès 2 ou 3 sujets de conversation, et je me demande quel pourra être le suivant. »« Si nous parlions lecture, dit-il en souriant. »« Lecture ? Oh non, je suis sûre que nous n'avons pas les mêmes goûts. »« Je le regrette, mais quand cela serait, nous pourrions discuter nos idées respectives. »« Non, il m'est impossible de causer littérature dans un bal. Mon esprit est trop occupé d'autre chose. »« Est-ce ce qui vous entoure qui vous absorbe à ce point ? » demanda-t-il d'un air de doute. « Oui, » répondit-elle machinalement, car sa pensée était ailleurs, comme elle le montra bientôt par cette soudaine exclamation. « Monsieur Darcy, je me rappelle vous avoir entendu dire que vous ne pardonniez jamais une offense.
Je suppose que ce n'est pas à la légère que vous concevez un ressentiment aussi implacable. Non, certes, affirma-t-il avec force. Et vous ne vous laissez jamais aveugler par des préventions? J'espère que non. Ceux qui ne changent jamais d'opinion doivent naturellement veiller à juger du premier coup sans se tromper. Puis-je vous demander à quoi tendent ces questions? À expliquer votre caractère, tout simplement, dit-elle, en reprenant le ton de la plaisanterie. J'essaye en ce moment de le comprendre. Y réussissez-vous? Guère, répondit-elle en hochant la tête. J'entends sur vous des jugements si contradictoires que je m'y perds. Je crois, en effet, répondit-il d'un ton grave, que l'on exprime sur moi des opinions très différentes. Et ce n'est pas en ce moment, Miss Bennet, que j'aurai plaisir à vous voir essayer de faire mon portrait, car l'œuvre, je le crains, ne ferait honneur ni à vous ni à moi. Élisabeth n'ajouta rien. La danse terminée, ils se séparèrent en silence, mécontents l'un de l'autre, mais à un degré différent, car Darcy avait dans le cœur un sentiment qui le poussa bientôt à pardonner à Élisabeth et à réserver toute sa colère pour un autre. Presque aussitôt, Miss Bingley se dirigea vers Élisabeth et, d'un air de politesse dédaigneuse, l'accosta ainsi. « Il paraît, Miss Élisabeth, que George Wickham a fait votre conquête? Votre sœur vient de me poser sur lui toutes sortes de questions, et j'ai constaté que ce jeune homme avait négligé de vous dire, entre autres choses intéressantes, qu'il était le fils du vieux Wickham, l'intendant de feu, monsieur Darcy. Permettez-moi de vous donner un conseil amical. Ne recevez pas comme parole d'évangile tout ce qu'il vous racontera. Il est faux que monsieur Darcy ait fait tort à Wickham. Il l'a toujours traité avec une grande générosité, alors que Wickham, au contraire, s'est conduit fort mal envers lui. J'ignore les détails de cette affaire, mais je puis vous affirmer que monsieur Darcy n'a rien à se reprocher, qu'il ne veut plus entendre parler de Wickham, et que mon frère, n'ayant pu se dispenser d'inviter ce dernier, avec les autres officiers, a été ravi de voir que de lui-même il s'était retiré. Je me demande comment il a eu l'audace de venir dans ce pays-ci. Je vous plains, Miss Élisabeth, d'être mise ainsi face à face avec l'indignité de votre favori, mais connaissant son origine, on ne pouvait guère s'attendre à mieux. En somme, répliqua Élisabeth irritée, votre accusation la plus fondée est celle d'être le fils d'un subalterne, et je puis vous certifier que M. Wickham m'avait lui-même révélé ce détail. « Oh, pardon, répondit Miss Bingley en s'éloignant avec un ricanement moqueur. Et excusez-moi en faveur de mon intention, qui était bonne. Insolente créature, se dit Élisabeth. Croit-elle donc m'influencer par d'aussi misérables procédés? Je ne vois là qu'ignorance voulue de sa part, et méchanceté pure du côté de M. Darcy. Puis elle chercha sa sœur aînée, qui avait dû entreprendre une enquête sur le même sujet auprès de Bingley. Elle trouva Jane avec un sourire de contentement et une flamme joyeuse dans le regard, qui montrait assez combien elle était satisfaite de sa soirée. Élisabeth s'en aperçut tout de suite, et tout autre sentiment s'effaça en elle devant l'espoir de voir Jane sur le chemin du bonheur. « J'aimerais savoir, dit-elle en souriant, elle aussi, si vous avez appris quelque chose sur M. Wickham. Mais vous étiez peut-être engagé dans un entretien trop agréable pour penser aux autres. En ce cas, vous êtes tout excusé. »« Non, reprit Jane, je ne l'ai point oublié, mais je n'ai rien de satisfaisant à vous dire. Monsieur Bingley ne connaît pas toute son histoire et ignore ce qui a le plus offensé Monsieur Darcy. Il répond seulement de la probité et de l'honneur de son ami, et il est convaincu que Monsieur Wickham ne mérite même pas ce que Monsieur Darcy a fait pour lui. Je regrette de dire que, d'après sa sœur comme d'après lui, Monsieur Wickham ne serait pas un jeune homme respectable. Monsieur Bingley connaît-il lui-même Monsieur Wickham? Non, il l'a vu l'autre matin à Meryton pour la première fois. Donc, les renseignements qu'il vous a donnés lui viennent de Monsieur Darcy. Cela me suffit. Je n'éprouve aucun doute quant à la sincérité de Monsieur Bingley, mais permettez-moi de ne pas me laisser convaincre par de simples affirmations. Puisque Monsieur Bingley ignore une partie de l'affaire et n'en connaît le reste que par son ami, je préfère m'en tenir à mon sentiment personnel sur les deux personnes en question.
Elle prit alors un sujet plus agréable pour toutes deux et sur lequel elle ne pouvait manquer de s'entendre. Élisabeth se réjouit d'entendre sa sœur lui exprimer l'espoir joyeux, bien que timide, qu'entretenait en elle l'attitude de M. Bingley à son égard, et dit ce qu'elle put pour affermir la confiance de Jane. Puis, comme M. Bingley lui-même s'avançait de leur côté, Élisabeth se retira près de Miss Lucas. Elle avait à peine eu le temps de répondre aux questions de son amie sur son dernier danseur que M. Collins les joignit, leur annonçant d'un ton joyeux qu'il venait de faire une importante découverte. « Par un hasard singulier, j'ai trouvé, dit-il, qu'il y avait dans ce salon un proche parent de ma bienfaitrice. J'ai, à son insu, entendu ce gentleman prononcer lui-même le nom de sa cousine, Miss de Bourgh, et celui de sa mère, Lady Catherine, en causant avec la jeune dame qui fait les honneurs du bal. Que le monde est donc petit, et qui aurait pu penser que je ferais dans cette réunion la rencontre d'un neveu de Lady Catherine de Bourgh. Je suis bien heureux d'avoir fait cette découverte à temps pour que je puisse aller lui présenter mes respects. J'espère qu'il me pardonnera de ne pas m'être acquitté plus tôt de ce devoir. L'ignorance totale où j'étais de cette parenté me servira d'excuse. »« Vous n'allez pas aborder M. Darcy sans lui avoir été présenté ?»« Et pourquoi non ? C'est, si j'ai bien compris, le propre neveu de Lady Catherine. J'aurai le plaisir de lui apprendre que sa grâce se portait parfaitement il y a 8 jours. » Élisabeth essaya en vain de l'arrêter et de lui faire comprendre que s'il s'adressait à M. Darcy sans lui avoir été présenté, celui-ci considérerait cette démarche plutôt comme une incorrection que comme un acte de déférence envers sa tante. M. Collins l'écouta avec l'air d'un homme décidé à n'en faire qu'à sa tête, et quand elle eut fini, « Ma chère Miss Élisabeth, dit-il, j'ai la plus haute opinion de votre excellent jugement pour toutes les matières qui sont de votre compétence. Mais permettez-moi de vous faire observer qu'à l'égard de l'étiquette, les gens du monde et le clergé ne sont pas astreints aux mêmes règles. Laissez-moi donc, en la circonstance, suivre les ordres de ma conscience et remplir ce que je considère comme un devoir. Et pardonnez-moi de négliger vos avis qui, en toute autre occasion, me serviront toujours de guide. » Et, s'inclinant profondément, il la quitta pour aller aborder M. Darcy. Élisabeth le suivit des yeux, curieuse de voir l'accueil qu'il recevrait. L'étonnement de M. Darcy fut d'abord manifeste. M. Collins avait préludé par un grand salut et, bien qu'elle fût trop loin pour entendre, Élisabeth croyait tout comprendre et reconnaître, au mouvement des lèvres, les mots « excuse »,« Hunsford »,« Lady Catherine de Bourgh ». Il lui était pénible de voir son cousin s'exposer ainsi à la critique d'un tel homme. M. Darcy regardait son interlocuteur avec une surprise non dissimulée et, lorsque celui-ci voulut bien s'arrêter, il répondit avec un air de politesse distante. Ceci ne parut pas décourager M. Collins, qui se remit à parler de plus belle, mais l'air dédaigneux de M. Darcy s'accentuait à mesure que son discours s'allongeait. Lorsqu'il eut enfin terminé, M. Darcy fit simplement un léger salut et s'éloigna. M. Collins revint alors près d'Élisabeth. « Je suis très satisfait, je vous assure, de la réception qui m'a été faite. M. Darcy a paru beaucoup apprécier la délicatesse de mon intention et m'a répondu avec la plus grande courtoisie. Il a même eu l'amabilité de me dire qu'il connaissait assez sa tante pour être sûr qu'elle n'accordait pas ses faveurs sans discernement. Voilà une belle pensée bien exprimée. En définitive, il me plaît beaucoup. » Élisabeth tourna ensuite toute son attention du côté de sa sœur et de M. Bingley, et les réflexions agréables que suscita cet examen la rendirent presque aussi heureuse que sa sœur elle-même. Elle voyait déjà Jane installée dans cette même maison et tout au bonheur que seul peut donner dans le mariage une véritable affection. La pensée de Mrs. Bennet suivait visiblement le même cours. Au souper, Élisabeth, qui n'était séparée d'elle que par Lady Lucas, eut la mortification d'entendre sa mère parler ouvertement à sa voisine de ses espérances maternelles. Entraînée par son sujet, Mrs. Bennet ne se lassait pas d'énumérer les avantages d'une telle union. Un jeune homme si bien, si riche, n'habitant qu'à 3 milles de Langbourn, dont les sœurs montraient tant d'affection pour Jane et souhaitaient certainement cette alliance autant qu'elle-même. D'autre part, quel avantage pour les plus jeunes filles que le beau mariage de leur aînée
qui les aideraient sans doute à trouver elles aussi des partis avantageux. Enfin, Mrs. Bennet serait très heureuse de pouvoir les confier à la garde de leur sœur et de se dispenser ainsi de les accompagner dans le monde. C'est là un sentiment qu'il est d'usage d'exprimer en pareilles circonstances, mais il était difficile de se représenter Mrs. Bennet éprouvant, à n'importe quel âge, une si grande satisfaction à rester chez elle. Élisabeth essayait d'arrêter ce flot de paroles ou de persuader sa mère de mettre une sourdine à sa voix, car elle rougissait à la pensée que M. Darcy, qui était assis en face d'elle, ne devait presque rien perdre du chuchotement trop intelligible de Mrs. Bennet, mais celle-ci ne répondit qu'en taxant sa fille d'absurdité. « Et pour quelle raison dois-je avoir si peur de M. Darcy, je vous prie ? L'amabilité qu'il nous montre m'oblige-t-elle donc à ne pas prononcer une parole qui puisse avoir le malheur de lui déplaire ? » « Pour l'amour du ciel, ma mère, parlez plus bas. Quel avantage voyez-vous à blesser M. Darcy ? Cela ne sera certainement pas une recommandation pour vous auprès de son ami. » Tout ce que put dire Élisabeth fut absolument inutile. Sa mère continua à parler de ses espoirs d'avenir avec aussi peu de réserve. Rouge de honte et de contrariété, Élisabeth ne pouvait s'empêcher de regarder constamment dans la direction de M. Darcy, et chaque coup d'œil la confirmait dans ses craintes. Il ne regardait pas Mrs. Bennet, mais son attention certainement était fixée sur elle, et l'expression de son visage passa graduellement de l'indignation à une froideur dédaigneuse. À la fin, pourtant, Mrs. Bennet n'eut plus rien à dire, et Lady Lucas, que ses considérations sur un bonheur qu'elle n'était pas appelée à partager faisaient bâiller depuis longtemps, put enfin savourer en paix son jambon et son poulet froid. Élisabeth commençait à respirer, mais cette tranquillité ne fut pas de longue durée. Le souper terminé, on proposa un peu de musique, et elle eut l'ennui de voir Mary, qu'on en avait à peine priée, se préparer à charmer l'auditoire. Du regard, elle tenta de l'en dissuader, mais enchantée de cette occasion de se produire, Mary ne voulut pas comprendre et commença une romance. Élisabeth l'écouta chanter plusieurs strophes avec une impatience qui ne s'apaisa point à la fin du morceau. Car quelqu'un ayant exprimé vaguement l'espoir de l'entendre encore, Mary se remit au piano. Son talent n'était pas à la hauteur de la circonstance, sa voix manquait d'ampleur et son interprétation de naturel. Élisabeth, au supplice, lança un coup d'œil à Jane pour savoir ce qu'elle en pensait, mais Jane causait tranquillement avec Bingley. Ses yeux se tournèrent alors vers les deux sœurs, qu'elle vit échanger des regards amusés, vers M. Darcy, qui gardait le même sérieux impénétrable, vers son père, enfin, à qui elle fit signe d'intervenir, dans la crainte que Mary ne continuât de chanter toute la nuit. Mr. Bennet comprit, et lorsque Mary eut achevé son second morceau, il dit à haute voix « C'est parfait, mon enfant, mais vous nous avez charmés assez longtemps. Laissez aux autres le temps de se produire à leur tour. » Mary, bien qu'elle fît semblant de n'avoir pas entendu, se montra quelque peu décontenancée, et Élisabeth, contrariée par l'apostrophe de son père, regretta son intervention. On invitait maintenant d'autres personnes à se faire entendre. « Si j'avais le bonheur de savoir chanter, dit Mr. Collins, j'aurais grand plaisir à charmer la compagnie, car j'estime que la musique est une distraction innocente et parfaitement compatible avec la profession de clergyman. Je ne veux pas dire, cependant, que nous soyons libres d'y consacrer beaucoup de temps. Le recteur d'une paroisse est très occupé. Quand il a composé ses sermons et rempli les devoirs de sa charge, il lui reste bien peu de loisirs pour les soins à donner à son intérieur qu'il serait inexcusable de ne pas rendre aussi confortable que possible. D'autre part, il doit avoir le souci constant de se montrer plein d'égards pour tous, et en particulier pour la famille de laquelle il tient son bénéfice. C'est une obligation dont il ne saurait se dispenser, et, pour ma part, je ne pourrais juger favorablement celui qui négligerait une occasion de témoigner son respect à toute personne apparentée à ses bienfaiteurs. Et, par un salut adressé à M. Darcy, il conclut ce discours débité assez haut pour être entendu de la moitié du salon. Plusieurs personnes le regardèrent avec étonnement, d'autres sourirent, mais personne ne paraissait plus amusé que M. Bennet, tandis que sa femme, avec un grand sérieux,
félicitait M. Collins de la sagesse de ses propos et observait à voix basse à Lady Lucas que ce jeune homme était fort sympathique et d'une intelligence remarquable. Il semblait à Élisabeth que si sa famille avait pris tâche, ce soir-là, de se rendre ridicule, elle n'aurait pu le faire avec plus de succès. Heureusement qu'une partie de cette exhibition avait échappé à M. Bingley, mais la pensée que ses deux sœurs et M. Darcy n'en avaient pas perdu un détail lui était fort pénible, et elle ne savait si elle souffrait plus du mépris silencieux de l'un ou des sourires moqueurs des deux autres. Le reste de la soirée offrit peu d'agrément à Élisabeth, agacée par la présence continuelle de Mr. Collins à ses côtés. S'il n'obtint pas d'elle la faveur d'une nouvelle danse, il l'empêcha du moins de danser avec d'autres. En vain lui offrit-elle de le présenter à ses amis. Il l'assura que la danse le laissait indifférent, que son seul objet était de lui être agréable, et qu'il se ferait un devoir de lui tenir compagnie toute la soirée. Il n'y avait donc rien à faire. Élisabeth dut son unique soulagement à Miss Lucas qui, en se joignant à leur conversation, détourna sur elle-même une partie des discours de Mr. Collins. Du moins, Élisabeth n'eut-elle plus à subir les attentions de M. Darcy. Bien qu'il demeurât longtemps, seul à peu de distance de leur groupe, il ne chercha plus à lui adresser la parole. Élisabeth vit dans cette attitude le résultat de ses allusions à M. Wickham et s'en félicita. Les habitants de Longbourn furent des derniers à prendre congé, et par suite d'une manœuvre de Mrs. Bennet, ils durent attendre leur voiture un quart d'heure de plus que les autres invités, ce qui leur laissa le temps de voir combien leur départ était ardemment souhaité par une partie de leurs hôtes. Mrs. Hurst et sa sœur étaient visiblement impatientes de retrouver leur liberté pour aller se coucher, et n'ouvraient la bouche que pour se plaindre de la fatigue, laissant Mrs. Bennet essayer sans succès de soutenir la conversation. M. Darcy ne disait mot. M. Bingley et Jane, un peu à l'écart, causaient sans s'occuper des autres. Élisabeth gardait le même silence que Mrs. Hurst et Miss Bingley, et Lydia elle-même n'avait plus la force que de s'exclamer de temps à autre avec un large bâillement « Dieu, que je suis lasse !» Quand ils se levèrent enfin pour partir, Mrs. Bennet exprima d'une manière pressante son désir de voir bientôt tous ses hôtes à Longbourn, et s'adressa particulièrement à M. Bingley pour l'assurer du plaisir qu'il leur ferait en venant n'importe quel jour, sans invitation, partager leur repas de famille. Avec plaisir et reconnaissance, M. Bingley promit de saisir la première occasion d'aller lui faire visite après son retour de Londres, où il devait se rendre le lendemain même pour un bref séjour. Mrs. Bennet était pleinement satisfaite. Elle quitta ses hôtes avec l'agréable persuasion que, en tenant compte des délais nécessaires pour dresser le contrat et commander l'équipage et les toilettes de noces, elle pouvait espérer voir sa fille installée à Netherfield dans un délai de 3 ou 4 mois. Chapitre 19. Le lendemain amena du nouveau à Longbourn. Mr. Collins fit sa déclaration. Il n'avait plus de temps à perdre, son congé devant se terminer le samedi suivant, et comme sa modestie ne lui inspirait aucune inquiétude qui pût l'arrêter au dernier moment, il décida de faire sa demande dans les formes qu'il jugeait indispensables dans cette circonstance. Trouvant après le breakfast Mrs. Bennet en compagnie d'Élisabeth et d'une autre de ses filles, il lui parla ainsi. « Puis-je, madame, solliciter votre bienveillant appui pour obtenir de votre fille, Élisabeth, un entretien particulier dans le cours de la matinée ?» Avant qu'Élisabeth, rougissante, eût eu le temps d'ouvrir la bouche, Mrs. Bennet avait déjà répondu. « Mais je crois bien. Je suis sûre qu'Élisabeth ne demande pas mieux. Venez, Kitty, j'ai besoin de vous au premier. » Et, rassemblant son ouvrage, elle se hâtait vers la porte, lorsqu'Élisabeth s'écria. « Ma mère, ne sortez pas, je vous en prie. Monsieur Collins m'excusera, mais il n'a certainement rien à me dire que tout le monde ne puisse entendre. Je vais moi-même me retirer. »« Non, non, Lizzie, quelle est cette sottise ? Je désire que vous restiez. » Et comme Élisabeth, rouge de confusion et de colère, continuait à gagner la porte, Mrs. Bennet ajouta. « Lizzie,
J'insiste pour que vous restiez et que vous écoutiez ce que M. Collins veut vous dire. La jeune fille ne pouvait résister à une telle injonction. Comprenant après un instant de réflexion que mieux valait en finir au plus vite, elle se rassit et reprit son ouvrage pour se donner une contenance et dissimuler la contrariété ou l'envie de rire qui la prenait tour à tour. La porte était à peine refermée sur Mrs. Bennet et Kitty que Mr. Collins commençait. « Croyez, chère Miss Elizabeth, que votre modestie, loin de me déplaire, ne fait à mes yeux qu'ajouter à vos charmes. Vous m'auriez paru moins aimable sans ce petit mouvement de retraite, mais laissez-moi vous assurer que j'ai, pour vous parler, la permission de votre respectable mère. Vous vous doutez sûrement du but de cet entretien, bien que votre délicatesse vous fasse simuler le contraire. J'ai eu pour vous trop d'attention pour que vous ne m'ayez pas deviné. À peine avais-je franchi le seuil de cette maison que je voyais en vous la compagne de mon existence. Mais avant de me laisser emporter par le flot de mes sentiments, peut-être serait-il plus convenable de vous exposer les raisons qui me font songer au mariage et le motif qui m'a conduit en Hertfordshire pour y chercher une épouse. » L'idée du solennel M. Collins, se laissant emporter par le flot de ses sentiments, parut si comique à Élisabeth qu'elle dut faire effort pour ne pas éclater de rire, et perdit l'occasion d'interrompre cet éloquent discours. « Les raisons qui me déterminent à me marier, continua-t-il, sont les suivantes. Premièrement, je considère qu'il est du devoir de tout clergyman de donner le bon exemple à sa paroisse en fondant un foyer. Deuxièmement, je suis convaincu, ce faisant, de travailler à mon bonheur. Troisièmement, j'aurais dû peut-être commencer par là, je réponds ainsi au désir exprimé par la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice. Par 2 fois, et sans que je l'en eusse priée, elle a daigné me faire savoir son opinion à ce sujet. Le samedi soir qui a précédé mon départ, entre 2 parties de quadrille, elle m'a encore dit « Monsieur Collins, il faut vous marier. Un clergyman comme vous doit se marier. Faites un bon choix. Pour ma satisfaction et pour la vôtre, prenez une fille de bonne famille, active, travailleuse, entendue. Non point élevée dans des idées de grandeur, mais capable de tirer un bon parti d'un petit revenu. Trouvez une telle compagne le plus tôt possible, amenez-la à Hunsford et j'irai lui rendre visite. Permettez-moi, ma belle cousine, de vous dire en passant que la bienveillance de Lady Catherine de Bourgh n'est pas un des moindres avantages que je puis vous offrir. Ces qualités dépassent tout ce que je puis vous en dire, et je crois que votre vivacité et votre esprit lui plairont, surtout s'ils sont tempérés par la discrétion et le respect que son rang ne peut manquer de vous inspirer. Tels sont les motifs qui me poussent au mariage. Il me reste à vous dire pourquoi je suis venu choisir une femme à Longbourn plutôt que dans mon voisinage où, je vous assure, il ne manque pas d'aimables jeunes filles. Mais, devant hériter de ce domaine à la mort de votre honorable père, qui, je l'espère, ne se produira pas d'ici de longues années, je ne pourrais être complètement satisfait si je ne choisissais une de ces filles afin de diminuer autant que possible le tort que je leur causerais lorsqu'arrivera le douloureux événement. Dieu veuille que ce soit le plus tard possible. Ces raisons, ma chère cousine, ne me feront pas, je l'espère, baisser dans votre estime. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous exprimer en termes ardents toute la force de mes sentiments. La question de fortune me laisse indifférent. Je sais que votre père ne peut rien vous donner et que 1000 livres placés à 4% sont tout ce que vous pouvez espérer recueillir après la mort de votre mère. Je garderai donc le silence le plus absolu sur ce chapitre, et vous pouvez être sûr que jamais vous n'entendrez sortir de ma bouche un reproche dénué de générosité lorsque nous serons mariés. « Vous allez trop vite, monsieur !» s'écria Élisabeth. « Vous oubliez que je ne vous ai pas encore répondu ? Laissez-moi le faire sans plus tarder. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites par cette proposition, et je vous en remercie. Mais il m'est impossible de ne point la décliner. »« Je sais depuis longtemps, » répliqua M. Collins avec un geste majestueux, qu'il est d'usage parmi les jeunes filles
de repousser celui qu'elles ont au fond l'intention d'épouser lorsqu'ils se déclarent pour la première fois, et qu'il leur arrive de renouveler ce refus une seconde et même une troisième fois. C'est pourquoi votre réponse ne peut me décourager, et j'ai confiance que j'aurai avant longtemps le bonheur de vous conduire à l'autel. En vérité, monsieur, cette confiance est plutôt extraordinaire après ce que je viens de vous déclarer. Je vous affirme que je ne suis point de ces jeunes filles, si tant est qu'il en existe, assez imprudentes pour jouer leur bonheur sur la chance de se voir demander une seconde fois. Mon refus est des plus sincères. Vous ne pourriez pas me rendre heureuse, et je suis la dernière femme qui pourrait faire votre bonheur. Bien plus, si votre amie Lady Catherine me connaissait, je suis sûre qu'elle me trouverait fort mal qualifiée pour la situation que vous me proposez. Quand bien même, répondit gravement M. Collins, l'avis de Lady Catherine, mais je ne puis imaginer sa grâce vous regardant d'un œil défavorable, et soyez certaine que, lorsque je la reverrai, je lui vanterai avec chaleur votre modestie, votre esprit d'ordre et vos autres aimables qualités. Monsieur Collins, toutes ces louanges seraient inutiles. Veuillez m'accorder la liberté de juger pour mon compte et me faire la grâce de croire ce que je vous dis. Je souhaite vous voir heureux et riche et, en vous refusant ma main, je contribue à la réalisation de ce vœu. Les scrupules respectables que vous exprimiez au sujet de ma famille sont sans objet maintenant que vous m'avez proposé d'être votre femme, et vous pourrez, quand le temps viendra, entrer en possession de Longbourn sans vous adresser aucun reproche. Cette question est donc réglée. Elle s'était levée en prononçant ces derniers mots et allait quitter la pièce quand M. Collins l'arrêta par ces mots. Lorsque j'aurai l'honneur de reprendre cette conversation avec vous, j'espère recevoir une réponse plus favorable. Non point que je vous accuse de cruauté, et peut-être même, en faisant la part de la réserve habituelle à votre sexe, en avez-vous dit assez, aujourd'hui, pour m'encourager à poursuivre mon projet. En vérité, monsieur Collins, s'écria Élisabeth avec chaleur, vous me confondez. Si vous considérez tout ce que je viens de vous dire comme un encouragement, je me demande en quels termes il me faut exprimer mon refus pour vous convaincre que c'en est un. Laissez-moi croire, ma chère cousine, que ce refus n'est qu'une simple formalité. Il ne me semble pas que je sois indigne de vous, ni que l'établissement que je vous offre ne soit pas pour vous des plus enviables. Ma situation, mes relations avec la famille de Bourg, ma parenté avec votre famille, sont autant de conditions favorables à ma cause. En outre, vous devriez considérer qu'en dépit de tous vos attraits, vous n'êtes nullement certaine de recevoir une autre demande en mariage. Votre dot est malheureusement si modeste qu'elle doit inévitablement contrebalancer l'effet de votre charme et de vos qualités. Force m'est donc de conclure que votre refus n'est pas sérieux, et je préfère l'attribuer au désir d'exciter ma tendresse en la tenant en suspens, suivant l'élégante coutume des femmes du monde. Soyez sûr, monsieur, que je n'ai aucune prétention à cette sorte d'élégance, qui consiste à faire souffrir un honnête homme. Je préférerais qu'on me fît le compliment de croire à ce que je dis. Je vous remercie 1000 fois de votre proposition, mais il m'est impossible de l'accepter. Mes sentiments me l'interdisent absolument. Puis-je parler avec plus de clarté? Ne me prenez pas pour une coquette qui prendrait plaisir à vous tourmenter, mais pour une personne raisonnable qui parle en toute sincérité. « Vous êtes vraiment délicieuse, quoi que vous fassiez !» s'écria-t-il avec une lourde galanterie, « et je suis persuadé que ma demande, une fois sanctionnée par la volonté expresse de vos excellents parents, ne manquera pas de vous paraître acceptable. » Devant cette invincible persistance à vouloir s'abuser, Élisabeth abandonna la partie et se retira en silence. Chapitre 20. Monsieur Collins ne resta pas longtemps seul à méditer sur le succès de sa déclaration. Mrs. Bennet, qui rôdait dans le vestibule en attendant la fin de l'entretien, n'eut pas plutôt vu sa fille ouvrir la porte et gagner rapidement l'escalier qu'elle entra dans la salle à manger et félicita M. Collins avec chaleur en lui exprimant la joie que lui causait la perspective de leur alliance prochaine. M. Collins reçut ces félicitations et y répondit avec autant de plaisir, après quoi
il se mit à relater les détails d'une entrevue dont il avait tout lieu d'être satisfait, puisque le refus que sa cousine lui avait obstinément opposé n'avait d'autre cause que sa modestie et l'extrême délicatesse de ses sentiments. Ce récit, cependant, causa quelque trouble à Mrs. Bennet. Elle eût bien voulu partager cette belle assurance et croire que sa fille, en repoussant M. Collins, avait eu l'intention de l'encourager, mais la chose lui paraissait peu vraisemblable, et elle ne put s'empêcher de le dire. « Soyez sûr, Monsieur Collins, que Lizzie finira par entendre raison. C'est une fille sotte et entêtée, qui ne connaît point son intérêt, mais je me charge de le lui faire comprendre. »« Permettez, madame, si votre fille est réellement sotte et entêtée comme vous le dites, je me demande si elle est la femme qui me convient. Un homme dans ma situation désire naturellement trouver le bonheur dans l'état conjugal, et si ma cousine persiste à rejeter ma demande, peut-être vaudrait-il mieux ne pas essayer de la lui faire agréer de force. Sujette à de tels défauts de caractère, elle ne me paraît pas faite pour assurer ma félicité. »« Monsieur, vous interprétez mal mes paroles, » s'écria Mrs. Bennet, alarmée. « Lizzie ne montre d'entêtement que dans des questions de ce genre. Autrement, c'est la meilleure nature qu'on puisse rencontrer. Je vais de ce pas trouver Monsieur Bennet, et nous aurons tôt fait, à nous deux, de régler cette affaire avec elle. » Et, sans lui donner le temps de répondre, elle se précipita dans la bibliothèque où se trouvait son mari. « Ah, Monsieur Bennet !» s'exclama-t-elle en entrant. « J'ai besoin de vous tout de suite. Venez vite obliger Lizzie à accepter Monsieur Collins. Elle jure ses grands dieux qu'elle ne veut pas de lui. Si vous ne vous hâtez pas, il va changer d'avis, et c'est lui qui ne voudra plus d'elle. » Monsieur Bennet avait levé les yeux de son livre à l'entrée de sa femme, et la fixait avec une indifférence tranquille que l'émotion de celle-ci n'arriva pas à troubler. « Je n'ai pas l'avantage de vous comprendre, » dit-il quand elle eut fini. « De quoi parlez-vous donc ?»« Mais de Lizzie et de Monsieur Collins. Lizzie dit qu'elle ne veut pas de Monsieur Collins, et Monsieur Collins commence à dire qu'il ne veut plus de Lizzie. »« Et que puis-je faire à ce propos ? Le cas me semble plutôt désespéré. »« Parlez à Lizzie. Dites-lui que vous tenez à ce mariage. »« Faites-la appeler. Je vais lui dire ce que j'en pense. » Mrs. Bennet sonna et donna l'ordre d'avertir Miss Elizabeth qu'on la demandait dans la bibliothèque. « Arrivez ici, mademoiselle, » lui cria son père dès qu'elle parut. « Je vous ai envoyé chercher pour une affaire d'importance. Monsieur Collins, me dit-on, vous aurait demandé en mariage. Est-ce exact ?»« Très exact, » répondit Elizabeth. « Vous avez repoussé cette demande ?»« Oui, mon père. »« Fort bien. Votre mère insiste pour que vous l'acceptiez. C'est bien cela, Mrs. Bennet. »« Parfaitement. Si elle s'obstine dans son refus, je ne la reverrai de ma vie. »« Ma pauvre enfant, vous voilà dans une cruelle alternative. À partir de ce jour, vous allez devenir étrangère à l'un de nous deux. Votre mère refuse de vous revoir si vous n'épousez pas M. Collins, et je vous défends de reparaître devant moi si vous l'épousez. » Elizabeth ne put s'empêcher de sourire à cette conclusion inattendue, mais Mrs. Bennet, qui avait supposé que son mari partageait son sentiment, fut excessivement désappointée. « Monsieur Bennet, à quoi pensez-vous de parler ainsi ? Vous m'aviez promis d'amener votre fille à la raison. »« Ma chère amie, » répliqua son mari, « veuillez m'accorder 2 faveurs. La première, c'est de me permettre en cette affaire le libre usage de mon jugement, et la seconde, de me laisser celui de ma bibliothèque. Je serai heureux de m'y retrouver seul le plus tôt possible. » Malgré la défection de son mari, Mrs. Bennet ne se résigna pas tout de suite à s'avouer battue. Elle entreprit Elizabeth à plusieurs reprises, la suppliant et la menaçant tour à tour. Elle essaya aussi de se faire une alliée de Jane, mais, avec toute la douceur possible, celle-ci refusa d'intervenir. Quant à Elizabeth, tantôt avec énergie, tantôt avec gaieté, elle repoussa tous les assauts, changeant de tactique, mais non de détermination. M. Collins, pendant ce temps, méditait solitairement sur la situation. La haute opinion qu'il avait de lui-même l'empêchait de concevoir les motifs qui avaient poussé sa cousine à le refuser, et, bien que blessé dans son amour-propre, il n'éprouvait pas un véritable chagrin. Son attachement pour Élisabeth était un pur effet d'imagination,
et la pensée qu'elle méritait peut-être les reproches de sa mère éteignait en lui tout sentiment de regret. Pendant que toute la famille était ainsi dans le désarroi, Charlotte Lucas vint pour passer la journée avec ses amis. Elle fut accueillie dans le hall par Lydia, qui se précipita vers elle en chuchotant. « Je suis contente que vous soyez venue, car il se passe ici des choses bien drôles. Devinez ce qui est arrivé ce matin. Monsieur Collins a offert sa main à Lizzie, et elle l'a refusée. » Charlotte n'avait pas eu le temps de répondre qu'elles étaient rejointes par Kitty, pressée de lui annoncer la même nouvelle. Enfin, dans la salle à manger, Mrs. Bennet, qu'elles y trouvèrent seule, reprit le même sujet et réclama l'aide de Miss Lucas en la priant d'user de son influence pour décider son amie à se plier aux vœux de tous les siens. « Je vous en prie, chère Miss Lucas, dit-elle d'une voix plaintive, faites cela pour moi. Personne n'est de mon côté, personne ne me soutient, personne n'a pitié de mes pauvres nerfs. » L'entrée de Jane et d'Élisabeth dispensa Charlotte de répondre. « Et justement la voici, » poursuivit Mrs. Bennet, « aussi tranquille, aussi indifférente que s'il s'agissait du chat de Perse. Tout lui est égal, pourvu qu'elle puisse faire ses volontés. Mais prenez garde, Miss Lizzie, et si vous vous entêtez à repousser toutes les demandes qui vous sont adressées, vous finirez par rester vieille fille, et je ne sais pas qui vous fera vivre lorsque votre père ne sera plus là. Ce n'est pas moi qui le pourrai, je vous en avertis. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la bibliothèque, que je ne vous parlerai plus. Vous verrez si je ne tiens point parole. Je n'ai aucun plaisir à causer avec une fille si peu soumise. Non que j'en ai beaucoup à causer avec personne. Les gens qui souffrent de malaise nerveux, comme moi, n'ont jamais grand goût pour la conversation. Personne ne sait ce que j'endure. Mais c'est toujours la même chose, on ne plaint jamais ceux qui ne se plaignent pas eux-mêmes. » Ces filles écoutaient en silence cette litanie, sachant que tout effort pour raisonner leur mère, ou pour la calmer, ne ferait que l'irriter davantage. Enfin, les lamentations de Mrs. Bennet furent interrompues par l'arrivée de M. Collins, qui entrait avec un air plus solennel encore que d'habitude. Sur un signe, les jeunes filles quittèrent la pièce, et Mrs. Bennet commença d'une voix douloureuse. « Mon cher Monsieur Collins !»« Ma chère madame, » interrompit celui-ci, « ne parlons plus de cette affaire. Je suis bien loin, » continua-t-il d'une voix où perçait le mécontentement, « de garder rancune à votre fille. La résignation à ce qu'on ne peut empêcher est un devoir pour tous, et plus spécialement pour un homme qui a fait choix de l'état ecclésiastique. Ce devoir, je m'y soumets d'autant plus aisément qu'un doute m'est venu sur le bonheur qui m'attendait si ma belle cousine m'avait fait l'honneur de m'accorder sa main. Et j'ai souvent remarqué que la résignation n'est jamais si parfaite que lorsque la faveur refusée commence à perdre à nos yeux quelque chose de sa valeur. J'espère que vous ne considérerez pas comme un manque de respect envers vous que je retire mes prétentions aux bonnes grâces de votre fille sans vous avoir sollicité, vous et monsieur Bennet, d'user de votre autorité en ma faveur. Peut-être ai-je eu tort d'accepter un refus définitif de la bouche de votre fille plutôt que de la vôtre, mais nous sommes tous sujets à nous tromper. J'avais les meilleures intentions. Mon unique objet était de m'assurer une compagne aimable, tout en servant les intérêts de votre famille. Cependant, si vous voyez dans ma conduite quelque chose de répréhensible, je suis tout prêt à m'en excuser. Chapitre 21. La discussion provoquée par la demande de M. Collins était maintenant close. Élisabeth en gardait seulement un souvenir pénible et devait encore supporter de temps à autre les aigres allusions de sa mère. Quant au soupirant malheureux, ses sentiments ne s'exprimaient point par de l'embarras ou de la tristesse, mais par une attitude raide et un silence plein de ressentiment. C'est à peine s'il s'adressait à Élisabeth, et les attentions dont il la comblait auparavant se reportèrent sur Miss Lucas, dont la complaisance à écouter ses discours fut un soulagement pour tout le monde et en particulier pour Élisabeth. Le lendemain, la santé et l'humeur de Mrs. Bennet ne présentaient aucune amélioration, et M. Collins, de son côté, continuait à personnifier l'orgueil blessé. Élisabeth s'était flattée de l'espoir que son mécontentement le déciderait à abréger son séjour,
mais ses plans n'en paraissaient nullement affectés. Il s'était toujours proposé de rester jusqu'au samedi et n'entendait pas s'en aller un jour plus tôt. Après le déjeuner, les jeunes filles se rendirent à Meryton pour savoir si M. Wickham était de retour. Comme elles entraient dans la ville, elles le rencontrèrent lui-même, et il les accompagna jusque chez leur tante, où son regret d'avoir manqué le bal de Netherfield et la déception que tout le monde en avait éprouvée furent l'objet de longs commentaires. À Élisabeth, pourtant, il ne fit aucune difficulté pour avouer que son absence avait été volontaire. « À mesure que la date du bal se rapprochait, dit-il, j'avais l'impression de plus en plus nette que je ferais mieux d'éviter une rencontre avec M. Darcy. Me trouver avec lui dans la même salle, dans la même société pendant plusieurs heures, était peut-être plus que je ne pouvais supporter. Il aurait pu en résulter des incidents aussi désagréables pour les autres que pour moi-même. » Élisabeth approuva pleinement son abstention. Ils eurent tout le loisir de s'étendre sur ce sujet, car Wickham et un de ses camarades reconduisirent les jeunes filles jusqu'à Longbourn et, pendant le trajet, il s'entretint surtout avec Élisabeth. Touchée d'un empressement aussi flatteur, elle profita de l'occasion pour le présenter à ses parents. Peu après leur retour, un pli apporté à Netherfield fut remis à Jane, qui l'ouvrit aussitôt. L'enveloppe contenait une feuille d'un charmant papier satiné, couverte d'une écriture féminine élégante et déliée. Élisabeth vit que sa sœur changeait de couleur en lisant et qu'elle s'arrêtait spécialement à certains passages de la lettre. Jane, d'ailleurs, reprit vite son sang-froid et se joignit à la conversation générale avec son entrain habituel. Mais, dès que Wickham et son compagnon furent partis, elle fit signe à Élisabeth de la suivre dans leur chambre. À peine y était-elle qu'elle dit, en lui tendant la lettre, « C'est de Caroline Bingley, et la nouvelle qu'elle m'apporte n'est pas sans me surprendre. À l'heure qu'il est, ils ont tous quitté Netherfield et sont en route pour Londres, sans idée de retour. Écoutez plutôt. » Elle lut la première phrase qui annonçait la résolution de ces dames de rejoindre leurs frères et de dîner ce même soir à Grosvenor Street, où les Hurst avaient leur maison. La lettre continuait ainsi. « Nous ne regretterons pas grand-chose de Hertfordshire, à part votre société, cher ami. Espérons cependant que l'avenir nous réserve l'occasion de renouer nos si agréables relations et qu'en attendant, nous adoucirons l'amertume de l'éloignement par une correspondance fréquente et pleine d'abandon. » Cette grande tendresse laissa Élisabeth très froide. Bien que la soudaineté de ce départ la surprît, elle n'y voyait rien qui valût la peine de s'en affliger. Le fait que ces dames n'étaient plus à Netherfield n'empêcherait vraisemblablement point Mr. Bingley d'y revenir, et sa présence, Élisabeth en était persuadée, aurait vite consolé Jane de l'absence de ses sœurs. « C'est dommage, dit-elle après un court silence, que vous n'ayez pu les revoir avant leur départ. Cependant, il nous est peut-être permis d'espérer que l'occasion de vous retrouver se présentera plus tôt que Miss Bingley ne le prévoit. Qui sait si ces rapports d'amitié qu'elle a trouvés si agréables ne se renoueront pas plus intimes encore. M. Bingley ne se laissera pas retenir longtemps à Londres. » Caroline déclare nettement qu'aucun d'eux ne reviendra à Netherfield de tout l'hiver. Voici ce qu'elle dit. « Quand mon frère nous a quittés hier, il pensait pouvoir conclure en 3 ou 4 jours l'affaire qu'il appelait à Londres. Mais c'est certainement impossible. Et comme nous sommes convaincus, d'autre part, que Charles, une fois à Londres, ne sera nullement pressé d'en revenir, nous avons décidé de le rejoindre, afin de lui épargner le désagrément de la vie à l'hôtel. Beaucoup de nos amis ont déjà regagné la ville pour l'hiver. Comme je serais heureuse d'apprendre que vous-même, cher ami, vous proposez de faire un tour dans la capitale. Mais hélas, je n'ose y compter. Je souhaite sincèrement que les fêtes de Noël soient chez vous des plus joyeuses et que vos nombreux succès vous consolent du départ des 3 admirateurs que nous allons vous enlever. Ceci montre bien, conclut Jane, que M. Bingley ne reviendra pas de cet hiver. Ceci montre seulement que Miss Bingley ne veut pas qu'il revienne. Qu'est-ce qui vous le fait croire ?
Monsieur Bingley est maître de ses actes. C'est de lui que vient sans doute cette décision. Mais attendez le reste. À vous, je ne veux rien cacher, et je vais vous lire le passage qui me peine le plus. Monsieur Darcy est impatient de retrouver sa sœur et, à vous dire vrai, nous ne le sommes pas moins que lui. Il est difficile de trouver l'égal de Georgiana Darcy sous le rapport de la beauté, de l'élégance et de l'éducation. Et la sympathie que nous avons pour elle, Louisa et moi, est accrue par l'espérance de la voir un jour devenir notre sœur. Je ne sais si je vous ai jamais fait part de nos sentiments à cet égard, mais je ne veux pas vous quitter sans vous en parler. Mon frère admire beaucoup Georgiana. Il aura maintenant de fréquentes occasions de la voir dans l'intimité. Les deux familles s'accordent pour désirer cette union, et je ne crois pas être aveuglé par l'affection fraternelle en disant que Charles a tout ce qu'il faut pour se faire aimer. Avec tant de circonstances favorables, ai-je tort, ma chère Jane, de souhaiter la réalisation d'un événement qui ferait tant d'heureux? Que pensez-vous de cette phrase, ma chère Lizzie? Dit Jane en achevant sa lecture. Ne dit-elle pas clairement que Caroline n'a aucun désir de me voir devenir sa sœur, qu'elle est tout à fait convaincue de l'indifférence de son frère à mon égard, et que, si elle soupçonne la nature des sentiments qu'il m'inspire, elle veut très amicalement me mettre sur mes gardes? Peut-on voir autre chose dans ce que je viens de vous lire? Oui, certes, car mon impression est tout à fait différente. Et la voici en 2 mots. Miss Bingley s'est aperçue que son frère vous aime alors qu'elle veut lui faire épouser Miss Darcy. Elle va le rejoindre afin de le retenir à Londres, et elle essaye de vous persuader qu'il ne pense pas à vous. Jane secoua la tête. Jane, je vous dis la vérité. Tous ceux qui vous ont vu avec M. Bingley ne peuvent douter de ses sentiments pour vous. Miss Bingley, pas plus que les autres, car elle n'est point sotte. Si elle pouvait croire que M. Darcy éprouve seulement la moitié de cette affection pour elle-même, elle aurait déjà commandé sa robe de noces. Mais le fait est que nous ne sommes ni assez riches, ni assez nobles pour eux, et Miss Bingley est d'autant plus désireuse de voir son frère épouser Miss Darcy qu'elle pense qu'une première alliance entre les deux familles en facilitera une seconde. Ce n'est pas mal combiné, et pourrait après tout réussir si Miss de Bourgh n'était pas dans la coulisse. Mais voyons, ma chère Jane, si Miss Bingley vous raconte que son frère est plein d'admiration pour Miss Darcy, ce n'est pas une raison suffisante pour croire qu'il soit moins sensible à vos charmes que quand il vous a quitté mardi dernier, ni qu'elle puisse lui persuader à son gré que ce n'est pas de vous, mais de son ami qu'il est épris. Tout ce que vous me dites là pourrait me tranquilliser, si nous nous faisions la même idée de Miss Bingley, répliqua Jane. Mais je suis certaine que vous la jugez injustement. Caroline est incapable de tromper quelqu'un de propos délibérés. Tout ce que je puis espérer de mieux, dans le cas présent, c'est qu'elle se trompe elle-même. C'est parfait. Du moment que vous ne voulez pas de mon explication, vous ne pouviez en trouver une meilleure. Croyez donc que Miss Bingley se trompe, et que cette supposition charitable vous redonne la tranquillité. Mais, ma chère Élisabeth, même en m'étant tout au mieux, pourrais-je être vraiment heureuse en épousant un homme que ses sœurs et ses amis désirent tant marier à une autre? Cela, c'est votre affaire. Et si, à la réflexion, vous trouvez que la douleur de désobliger les 2 sœurs est plus grande que la joie d'épouser le frère, je vous conseille vivement de ne plus penser à lui. Pouvez-vous parler ainsi? Dit Jane avec un faible sourire. Vous savez bien que malgré la peine que me causerait leur désapprobation, je n'hésiterai pas. Mais il est probable que je n'aurai pas à choisir si M. Bingley ne revient pas cet hiver. Tant de choses peuvent se produire en 6 mois. Les 2 sœurs convinrent d'annoncer ce départ à leur mère sans rien ajouter qui pût l'inquiéter sur les intentions de M. Bingley. Cette communication incomplète ne laissa pas toutefois de contrarier vivement Mrs. Bennet, qui déplora ce départ comme une calamité. Ne survenait-il pas juste au moment où les 2 familles commençaient à se lier intimement? Après s'être répandue quelque temps en doléances, l'idée que M. Bingley reviendrait sans doute bientôt et dînerait à Longbourn lui apporta un peu de réconfort.
En l'invitant, elle avait parlé d'un repas de famille, mais elle décida que le menu n'en comporterait pas moins 2 services complets,